bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Un enfant est atteint de la drépanocytose, sa scolarité à la base est et sera toujours perturbée. Ma maternelle, je ne me rappelle pas trop, mais selon les dires de ma mère et de ma grand-mère, mes années de maternelle ont été catastrophiques. Mes années primaires ont été pareilles. J'ai passé toutes mes années scolaires au CHU. De la CP à la CM1, parce que je n'ai pas été en CM2. De la CP à la CM1, sur une année de 10 mois de scolarité, je crois que j'ai dû passer 5 à 6 mois en hospitalisation. Pourquoi j'ai redoublé le CM2? En fait, j'ai redoublé le CP parce que la première année, j'ai été trop souvent absente et le prof a préféré que je redouble le CP parce que je n'avais pas le niveau pour passer en CM1 et arrivé en CM1. Les profs ont préféré que je saute les CM2, que je passe directement en 6e parce que non seulement j'étais trop âgée pour être en CM2 et en plus j'avais le niveau pour passer en 6e. Alors, depuis ma naissance, les crises douloureuses sont plus localisées aux articulations, donc épaules, coudes, genoux, chevilles, hanches et bien souvent, l'endroit où j'avais mal gonflait, donc je ne pouvais pas bouger le membre plutôt où j'avais mal. En plus des crises au niveau des articulations, je faisais également souvent des syndromes thoraciques. Et comme tous les enfants, j'avais le syndrome pieds et mains. C'est quand le dos de la main et le pied, ils gonflent. Donc, je ne pouvais pas marcher avec le pied gonflé. Quand c'était la main, je ne pouvais pas tenir mon stylo, donc du coup, je ne pouvais pas aller à l'école. Ma pire année scolaire, je me rappelle, c'est quand j'étais en CE2. En fait, j'avais de l'eau au niveau des 2 genoux. Et après qu'on m'ait enlevé l'eau, j'ai été emplâtrée de la hanche jusqu'au niveau des pieds. Et je suis restée à la maison parce que je ne pouvais pas aller à l'école avec 2 plâtres au niveau des jambes. J'ai raté des mois d'école. Je n'avais pas le droit de bouger les jambes. Je ne pouvais pas non plus avec les plâtres. Et je me rappelle, ma prof de CM2 a pris l'initiative de venir me donner des cours à domicile et les devoirs également. Et cette dame-là, c'est une dame qui était géniale. Après chaque cours en semaine, elle passait à la maison, chez ma grand-mère, pour me donner les devoirs qu'elle avait donnés aux autres élèves et pour me faire rapidement le cours qu'elle avait fait aux autres élèves durant la journée. Et la dame, elle a fait ça pendant des mois et des mois. Et elle a pris sur elle, elle a pris sur son temps, elle a pris sur le temps de sa famille pendant ce temps-là, pour venir me donner des cours à la maison. C'est la seule prof de tous les profs que j'ai eus. C'est la seule qui s'est autant investie pour moi. Une enfant quelconque avec une maladie en ce temps-là pas très connue. Contrairement au collège et au lycée, en primaire, on ne peut pas rattraper les cours si le prof n'y participe pas, à part ma prof de CE2. Mais les souvenirs que j'ai sont mes hospitalisations à répétition, mes crises douloureuses par-ci, par-là. Et je vais même vous raconter une histoire qui prouve que la maladie nous empêche de suivre une scolarité normale. Donc, j'étais en CE1 et l'établissement scolaire avait organisé pour tous les élèves
un séjour à Caféia. Donc, qu'est-ce que Caféia ici en Guadeloupe? C'est un endroit dans la nature, en montagne, où ils font des locations de gîtes avec piscine, avec vue sur montagne et tout ça. Donc, ma mère et ma grand-mère ont accepté, après que je leur ai supplié, que j'aille faire ce fameux séjour d'une semaine. Et pour ça, bien entendu, il fallait me préparer au cas où pour ne pas faire une crise. J'étais tellement contente que ma grand-mère et ma mère aient accepté, de un. De deux, j'étais tellement contente de pouvoir faire quelque chose comme les enfants, les autres enfants, c'est-à-dire quelque chose de normal, de deux. Et de trois, j'étais heureuse de, comment dirais-je ça, de sortir de la maison sans ma grand-mère et sans ma mère. Donc, l'excitation était à son apogée. Ma grand-mère et ma mère ont préparé mes affaires pendant toute une semaine, ma valise et tout ça. Et le soir, je crois que j'étais trop excitée de pouvoir partir le lendemain. Le soir, j'ai fait une crise. Donc, au début de la crise, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit que j'avais mal. J'ai été prendre mes médicaments pour la douleur en cachette. Parce que je savais que si ma mère ou ma grand-mère le voyait, elle m'aurait dit catégoriquement non, que je n'y vais plus parce que j'ai mal. Donc, j'ai pris mes médicaments contre la douleur. J'ai fait en sorte de ne pas montrer que j'avais mal. Je me rappelle bien, j'avais mal au bas du dos. Donc, je me suis tenue bien. J'ai essayé de ne pas avoir le visage crispé pour ne rien montrer. Et le soir venu, on a été se coucher. Sauf que, au moment où je me suis allongée, c'est comme si la crise me disait « Evelyne, tu es trop contente de partir et de laisser ta mère et ta grand-mère, donc tu vas rester à la maison. » Le soir venu, la crise s'est amplifiée. J'ai eu mal comme pas possible. Et bien sûr, je ne pouvais plus cacher que j'avais mal. Je ne pouvais plus ne pas dire à ma grand-mère que j'avais mal et que j'avais mal. Donc du coup, elle ne m'a pas dit sur le moment que je n'y veux plus. Elle m'a donné des médicaments pour la douleur. Elle m'a réchauffée. Elle m'a donné de la tisane pour me réchauffer. Elle m'a massée comme pas possible. Et le fait qu'elle m'ait massée comme pas possible a fait que la crise a été encore plus forte. Et j'ai pleuré. J'ai dit pourquoi moi? Pour une fois, je peux sortir. Pour une fois, je peux faire quelque chose comme un enfant normal. Pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi? Et ma grand-mère me dit de respirer, de me calmer. Si je prends de grandes bouffées d'oxygène, je vais tenter de mieux m'oxygéner, de me calmer. Ça ne sert à rien de m'énerver. Je ne fais qu'amplifier la crise et tout. Donc, j'ai écouté ma grand-mère. Ça n'a pas marché. J'ai atterri aux urgences pédiatriques dans la soirée. J'étais énervée, j'avais les nerfs, je n'ai pas pu aller faire mon séjour à Caféia. Mon séjour à Caféia a été annulé. Le lendemain, pendant l'hospitalisation, pendant que j'étais couchée sur le lit de l'hôpital, sous l'effet du Nubin, ce qui est un dérivé de la morphine, je pensais qu'à mes camarades de classe qui étaient dans le bus, qui étaient arrivés, qui se déballaient leurs valises et qui allaient profiter de leur séjour alors que moi, je suis couchée là à souffrir le martyre.
la maladie te freine dans tes... souvent, tout le temps, la maladie te freine dans tes projets. Et pour y arriver, pour réussir tes projets, certes, il faut être à fond dedans, mais ne pas trop, ne pas trop y penser et faire penser le juste minimum et faire le juste minimum pour pouvoir arriver aux objectifs que tu t'es atteint. Et moi, j'ai remarqué que quand je suis stressée par l'arrivée d'un événement, je fais une crise après. Donc, je prends les choses au calme, bien entendu, et avec philosophie pour, quand le moment arrivera, que je sois zen et que je sois bien et que je ne fasse pas de crise. Je vais vous raconter une autre histoire. Toujours, j'étais en primaire, j'avais fait une longue hospitalisation, je crois, de 2 mois ou 3 mois. Non, de 2 mois plutôt. Et la veille de ce fameux jour, le médecin me dit que je vais beaucoup mieux, que je vais pouvoir sortir le lendemain. Je sors. Alors, quand je suis hospitalisée, les sorties d'hospitalisation pour moi, c'est une grande fête. Donc, le médecin du service pédiatrique me dit que je sors demain, qu'il va falloir que je prenne bien mes médicaments à la maison pour ne pas revenir. Ok, pas de problème. Le lendemain, je me lève du lit et je sens que je suis patraque. J'ai quelque chose qui ne va pas. Et en même temps que je respire, je sens quelque chose sur la poitrine. Je sens que à l'intérieur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le médecin de la veille est passé me voir, me dire qu'il a déjà fait mes papiers de sortie et qu'il attend juste que ma mère vienne me récupérer après le déjeuner. Et je lui dis que c'est bizarre, mais je sens que là, ça ne va pas. Il me dit en fronçant les sourcils, ah bon? Donc il est parti, il revient, il a été chercher son stéthoscope et il écoute. Il écoute. Pour finir par me dire que tu ne vas pas pouvoir sortir aujourd'hui. Je commence à pleurer. Je lui dis pourquoi. Il m'a dit hier que je sors aujourd'hui, j'ai envie de sortir aujourd'hui, je veux rentrer à la maison, j'en ai marre de rester là, je veux rentrer à la maison. Et il me dit qu'il me comprend, mais ce qu'il a entendu sur ma poitrine n'est pas bon signe et il va falloir que je reste. Et qu'en plus, il va falloir me reperfuser. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Larmes qui n'ont pas tenu, ont trouvé la moyenne tenue pour pleurer. J'ai pleuré. En fait, je faisais un syndrome thoracique. Une fois qu'ils m'ont perfusé, ils m'ont perfusé. L'heure du déjeuner est arrivée. Je n'ai pas mangé parce que je n'avais pas envie. Et entre le moment du déjeuner et l'arrivée de ma mère, il s'est passé plein de choses. Je ne me rappelle pas vraiment, mais la seule chose que je me rappelle, c'est que j'ai atterri en réanimation. Et que j'ai vu ma mère en larmes de l'autre côté de la vitre. Et elle discutait avec ce médecin-là et un autre médecin. Et je suis restée en réanimation quelques semaines. Je suis retournée en service pédiatrique. Donc, fini les histoires. Mes années collège ont été un peu plus calmes. Les hospitalisations se faisaient de moins en moins.
Mais les crises, par contre, aussi se faisaient de moins en moins, mais j'arrivais à les calmer à la maison avec les antidouleurs. Et puis on dit, quand tu commences à atteindre l'adolescence, les crises diminuent. Le nombre de crises diminue, le nombre d'hospitalisations diminue. Donc pour moi, ça a été le cas. En nombre d'hospitalisations, en nombre de crises aussi, et intensité de crise aussi. Après mes absences, quand je revenais, je faisais en sorte de rattraper le maximum de cours de toutes les matières. Mes années lycée, par contre, c'était différent. Ça a changé du tout au tout. Donc, j'ai fait 2 années de BEP professionnel. J'ai fait 2 années de bac pro professionnel. Puisque oui, je n'ai pas voulu aller en général. Donc, mes années lycée, BEP et bac, j'étais présente, je vais dire 20%, pas 20%, 80% du temps. J'ai pu suivre correctement mes années de BEP, mes années de bac. Ensuite, après avoir obtenu mon baccalauréat professionnel, j'ai voulu m'orienter vers un BTS. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de patron qui veuille d'un stagiaire atteint d'une maladie. Donc, comme je ne voulais pas rester à la maison sans rien faire, ma mère a compris que je ne voulais pas rester à la maison sans rien faire. Donc, du coup, et vous allez trouver ça hallucinant, je me suis orientée et j'ai fait 1 an et demi au RSMA. Alors pour ceux qui connaissent, c'est le RSMA. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le RSMA, c'est le régiment du service militaire adapté. Donc oui, j'ai suivi des études et j'ai eu une mini carrière en tant que militaire. Militaire stagiaire, mais avec tout ce qui va avec. On ne nous a pas traité en stagiaire, on nous a traité comme un militaire. Donc, le matin, c'était sport pour tout le monde, y compris moi. Apprendre à marcher au pas pour tout le monde, y compris moi. Apprendre à tirer avec le FAMAS pour tout le monde, y compris moi. Passer combien de jours? 3 jours sur le terrain, dans la nature, dans la forêt, en pleine nuit. Il fait froid pour tout le monde, y compris moi. Faire des défilés du 14 juillet, du 11 novembre et je ne sais plus pour tout le monde, y compris moi. Que ce soit sous le soleil ou que ce soit sous la pluie. J'ai fait tout ça. Et tout en apprenant plutôt le métier que je voulais faire. Au départ, je n'y croyais pas trop. Ma mère non plus n'y croyait pas trop. Et comme on dit, quand on veut, on peut. Et durant ces 1 an et demi, je n'ai fait qu'une seule grosse, mais quand je dis grosse, une grosse crise où j'ai dû être hospitalisée. Une seule. Et mon colonel est venu me voir, mon adjudant est venu me voir, mon sergent est venu me voir. Et j'ai fait des petites crises après et avant, mais des crises gérables. Avec les médicaments, ça allait. Et en fait, je pense que vu que j'avais tout le mental qu'il fallait, et j'étais tellement fière de moi de suivre cette carrière-là que le corps suivait en fait.
la maladie jouait le jeu aussi, je dirais. Et comme on dit, tant que la tête va bien, ben le corps il va suivre. Je suis heureuse d'avoir pu me permettre et que la maladie m'ait permis d'avoir cette expérience-là. Parce qu'on sait tous que les militaires, ben, ils sont carrés quand il s'agit de faire quelque chose, que ce soit dans le sport, que ce soit marcher au pas. Le nombre de fois où, au début, quand on a appris à marcher au pas, et on a fait le tour du régiment en une journée. Le nombre de fois où on a appris à se mettre au garde à vous et que quand tu te mets au garde à vous, il faut claquer la cuisse le soir. J'avais la cuisse rouge tellement j'avais claqué ma cuisse durant la journée. Le nombre de fois où on a été puni à cause d'un camarade. Mais la punition chez eux, c'était le sport. Quand j'ai terminé, j'étais fière de voir que j'ai pu le faire. J'ai pu le faire. C'est inévitable. On ne peut pas avoir une scolarité normale. Après, nous sommes tous différents. Donc, c'est pas parce que j'ai eu une scolarité merdique, si je peux le dire, en primaire et au collège, ça sera forcément ton cas. C'est pas parce que j'ai eu une année scolaire plutôt bonne au lycée et que j'ai pu ensuite m'engager au RSMA que toi non plus tu ne soit pourras pas le faire ou soit tu pourras le faire. Ne te mets pas en tête je ne pourrai pas parce que je suis drépano. Non. Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Après, si tu vois que la maladie t'arrête ou t'empêche de le faire, sur le moment, il va t'arrêter, sur le moment, il va t'empêcher de le faire, mais ne t'arrête pas là. Ne te dis pas, je n'ai pas pu le faire, j'abandonne, j'y arriverai jamais. Non. Aie des pensées positives. Stop les pensées négatives en se disant je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas à cause de la maladie. Il faut arrêter avec ce genre de pensées négatives. C'est en ayant des pensées positives qu'on y arrive. Et si j'avais eu des pensées négatives, je pense que mon année au RSMA, je pense que je n'aurais pas pu la faire. Donc, la vidéo, elle est terminée. Comme d'habitude, je te dis, prends soin de toi et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.